Bonjour à toutes et à tous, je vais vous présenter ma thèse d'investissement qui s'axe sur les commodités, intitulée Ces opportunités d'une approche contrarienne dans les commodités. Premièrement, j'aimerais attirer votre attention sur ce graphique. Vous pouvez voir en haut où les commodités sont surévaluées par rapport au S&P 500 et en bas où elles sont sous-évaluées. La manière de se lire de ce graphique, c'est que euh, on prend toutes les commodités, cet index qu'on a, le Global Price Index of All Commodities, et on le divise par le S&P 500, donc le marché américain. Et ce qu'on va voir sur ce graphique, c'est que les commodités, donc les matières premières, etc., sont sous-évaluées, donc possible, donc une opportunité d'investissement. Parce qu'on espère que le ratio va se contracter, il y aura un retour à la moyenne, et potentiellement au-delà jusqu'au triangle au-dessus. Donc la question se pose de comment on peut capitaliser sur cette asymétrie qu'on vient de voir avec ce graphique. Mon approche à moi, et avant qu'on en aille plus loin, j'aimerais dire que ce n'est pas des conseils d'investissement, c'est ce que moi je ferai, ce sont mes opinions seulement. Et vu que j'habite aux États-Unis, je suis obligé de dire aussi que this is not financial advice. Ok, mon approche est la suivante. Il y a trois piliers. Il y a les ratios d'actifs et de commodités. Donc on va comparer le prix des commodités avec d'autres valeurs que le dollar. Donc ça vous permet d'avoir une vision autre sur le marché. Il y a aussi le fait, une fois qu'on a déterminé où est-ce qu'on va déployer son capital, on veut faire en sorte de choisir les compagnies qui sont sous-évaluées. Donc je vais vous montrer comment faire, surtout dans le domaine de la commodité. Et ensuite, troisième point, on fera une analyse technique pour savoir quand entrer, quels sont les meilleurs points d'entrée sur les compagnies ou les métaux précieux qu'on a choisis. Ok. Premièrement, le pouvoir méconnu des ratios. Vous savez sûrement, dans le monde de la finance, la plupart des choses sont évaluées en dollars. Donc, pour prendre Nvidia, c'est essentiellement un ratio. Nous avons le prix du dollar au dénominateur. Et généralement, ouais, le dénominateur est le dollar. Mais surtout dans le cas des commodités, donc pour l'or, le cuivre, le pétrole, le gaz naturel, le charbon, etc., tout est en dollars. Et peut-être vous le savez sûrement, le dollar n'est pas quelque chose de parfait parce que il perd de sa valeur d'année en année et on finit potentiellement jusqu'à zéro. Et vous voyez le graphique en haut, c'est la capacité d'acheter quelque chose avec le dollar et on voit que la valeur du dollar baisse d'année en année. J'ai mis en dessous un graphique représentant l'or. C'est à peu près le même temps, donc c'est 1916 de part et d'autre. Donc les deux graphiques, vous pouvez voir en gros que la valeur de l'or, qui est, je vous le rappelle, une monnaie qui a été utilisée pendant des millénaires, augmente et c'est principalement dû au fait que le dollar perd de sa valeur parce qu'on value l'or en dollars. Et, et le souci étant que quand on utilise le dollar pour évaluer des commodités, on obtient une vision en distorsion de cette commodité. Je vais vous montrer par rapport au niveau du cuivre. Voici le cuivre en dollars. Vous pouvez voir que, ok, ça a augmenté beaucoup. On peut penser que c'est un mauvais investissement parce que le prix a déjà augmenté de manière assez extraordinaire. Mais on peut se dire, ok, c'est mauvais d'investir. Mais le problème, c'est que la plupart des investisseurs ils utilisent le dollar comme étant comme le dénominateur. Le but est de changer le dénominateur, de passer du dollar à l'or. On obtient une toute autre vision de cette commodité. Parce que je vous le rappelle aussi que l'or est une commodité, c'est quelque chose qu'on mine. Il y a un coût pour le miner, etc. C'est comme un autre métal industriel. Dans ce cas-là, le cuivre, c'est un métal très industriel pour l'électrification. Mais en soi, ce qu'on voit ici, c'est que ça nous donne une autre vision de ce métal, le cuivre. Et on peut voir ici que c'est sous-évalué par rapport à l'or. Un investisseur malin va apercevoir que c'est historiquement très peu cher par rapport à l'or, et espérer un retour vers la moyenne, potentiellement de là jusqu'en, comme c'est passé en 2006, vous voyez sur le graphique où ça a augmenté énormément. Et ce n'est pas la seule chose qu'on peut voir par rapport. On peut aussi utiliser par exemple le pétrole. Vous savez que les événements dernièrement, que le prix du pétrole a augmenté énormément.
qu'on peut penser que c'est un mauvais investissement. Vous voyez ici qu'on est quand même assez haut quand on utilise le dollar. Cependant, je vais vous montrer un peu comment avoir une autre perspective sur ce marché. Déjà, je vais utiliser US Oil parce que ça revient plus loin dans le temps. Vous pouvez voir encore plus ce que je vais expliquer, cette asymétrie qu'on peut avoir en utilisant les ratios. Vous voyez, ça remonte jusqu'en 1975. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit ici que le prix euh, du pétrole en or est le plus bas. Historiquement, c'était l'un des plus, c'est à part 2020, c'est le prix le plus bas par rapport à l'or. Et encore une fois, un investisseur malin va essayer d'acheter, de capitaliser sur cet mouvement possible, très probable, parce que c'est une probabilité, on n'est pas sûr, mais c'est une aberration statistique. C'est une anomalie que ça reste si bas, alors que la moyenne, ça serait plus vers là. D'autre part, on peut aussi aller plus loin pour, pour vous convaincre que effectivement le prix du pétrole est vraiment sous-évalué. On peut diviser le prix du pétrole par le marché américain. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est encore plus flagrant. On voit que vraiment la part de la commodité du pétrole par rapport au S&P 500, qui est vraiment jusqu'à 1881 sur ce graphique, vous pouvez voir qu'on est vraiment très très bas historiquement. C'était vraiment le plus bas euh, historiquement. Donc on espère un retour à la moyenne. Et déjà, ce que je viens de vous dire, c'est quelque chose que personne ne parle, du moins dans la sphère francophone. On ne voit pas ce genre de discussion par rapport au ratio et comment on est sous-évalué, surévalué par rapport à d'autres ratios, d'autres commodités. Et ça peut être potentiellement très très bien au niveau d'un point de vue investissement. En tout cas, c'est moi ce que je fais, ce que je parie sur, c'est que ça va revenir vers la moyenne et je l'espère au-delà de la moyenne. Ok, revenons à la présentation. J'ai cette question ici, c'est comment, c'est bien beau tout ça, mais comment investir dans la commodité qui présente le plus d'asymétrie? Je vais expliquer comment, par exemple, on va utiliser l'exemple du pétrole, on peut voir que le pétrole est pas cher, c'est potentiellement une bonne opportunité d'achat à ce niveau-là. On peut comparer d'autres commodités entre elles pour voir quel est le moins cher. Je sais par exemple que le charbon, je peux vous montrer plus tard que le charbon est aussi très bas par rapport à l'or. Pareil pour le gaz naturel. Donc c'est potentiellement un bon endroit pour acheter. Mais j'ai cette question-là, comment faire pour acheter? Comment faire pour capitaliser sur ces commodités? Parce que j'ai ce cartoon-là qui présente, euh, en gros, qui amène la question, est-ce que vous n'allez pas acheter des barques de charbon, vous n'allez pas acheter des barrels de pétrole, des bonbonnes de gaz et les stocker chez vous? Ce n'est pas, je ne pense pas que c'est le bon moyen d'investir sur ces commodités-là particulièrement. Et il y a aussi un moyen d'acheter physiquement, ça concerne les métaux précieux. Donc ici, vous pouvez voir le métaux, euh, un des métaux précieux qui est l'or. Et je vais expliquer que l'or, ça sert plutôt comme étant un moyen de voir ce qui est surévalué, sous-évalué. Donc on ne veut pas forcément acheter de l'or. À ce moment-là, je pense qu'il y a des meilleurs leviers, des meilleures opportunités que l'or. Surtout que le métaux précieux, il y en a quatre, potentiellement cinq avec le rhodium. Mais les quatre principaux, l'argent, le palladium, le platinum et bien sûr l'or, ont aussi des ratios entre eux. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris ces dernières années, qui m'a vraiment beaucoup aidé dans mes investissements. Je vais vous montrer pourquoi c'est très très puissant et c'est assez méconnu. On peut faire, on peut commencer par exemple avec le palladium. Le palladium, c'est le moins cher en ce moment d'un point de vue ratio. Je vais vous montrer pourquoi. Comment je peux faire je peux assumer ce que je viens de dire, c'est que, attendez, je vais le faire mieux. Je tiens à dire que c'est le logiciel qu'on peut utiliser. Donc ça, c'est j'utilise TradingView et vous pouvez vérifier par vous-même tout ce que je viens de dire. Et moi, personnellement, j'achète en fonction de ces ratios et vous pouvez voir ce qui est vraiment très puissant avec ces ratios-là, c'est que ça va assez loin dans le temps et vous pouvez voir que ces ratios fluctuent entre eux.
Le palladium, l'un des métaux précieux, va fluctuer par rapport à l'or, il va aussi fluctuer par rapport au platinum et par rapport à l'argent. Et le rhodium si vous voulez vraiment aller plus loin. Ce qu'il faut voir sur ce graphique, c'est que quand on est vers le bas, il vaut mieux acheter le palladium. Donc quand on lit ce genre de graphique, ce genre de ratio exactement, vous avez le numérateur et le dénominateur. Le numérateur, c'est le palladium. Le numérateur, c'est quand il est en bas, donc vers le bas ici. Je vais faire par exemple un rectangle approximatif. Dans ce rectangle-là, il vaut mieux acheter palladium. Et quand il y aura, je vais faire un autre rectangle ici, mais vous comprenez, je pense que envers le haut, il faut acheter l'or. Et ça permet, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet justement de faire des échanges de métaux. Je suis au courant qu'en France, par exemple, il y a beaucoup d'impôts. Si vous voulez, on va faire, je vais plutôt passer par un exemple, ça va être plus simple. Imaginez vous achetez du palladium ici. Vous avez reconnu, grâce au ratio, que ici c'était un moment sympathique d'acheter euh, du palladium parce que c'était pas cher par rapport à l'or. Historiquement, on est quand même assez bas. Ça remonte plus de 50 ans. C'est pas mal. Vous achetez là, et qu'est-ce que vous faites? Vous attendez que le ratio se contracte et potentiellement va au-delà de la moyenne. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2020, 2021, etc., cette région-là. Et pense, imaginez que vous avez acheté, et c'est un moyen très simple de faire de l'argent, et beaucoup d'argent, parce que on joue sur ce jeu des ratios, et on joue pas sur le jeu de qu'est-ce que ça vaut en dollars. On joue sur le jeu d'augmenter ces ounces, ces barres de métal, en gros. Ok, revenons ici, vous avez acheté, on va dire que vous avez acheté à 0,30, 0,3. Vous avez reconnu que c'est pas cher, vous n'avez peut-être pas réussi à acheter le plus bas possible, mais 0,30 c'est pas mal, vous avez acheté, on va dire, 10 ounces de palladium. À ces moments-là, le palladium valait 250 dollars par ounce. Vous faites un investissement de 2500. Vous attendez, vous faites rien, vous attendez que ça remonte vers le haut, que ça se contracte, ça revienne vers la plus haut que historiquement, vous pensez que c'est peut-être un bon moyen de vendre. J'imagine pas que vous avez réussi à vendre plus haut. Vous avez peut-être vu que ça a descendu beaucoup, vous avez vendu ici. On va dire que vous avez vendu à 1,20. Et bien, c'est un retour de 4 fois au niveau de la quantité de barres de métal. Donc, vous avez commencé avec 10 barres de palladium. Vous avez fini avec 40 barres d'or. Et si vous êtes encore plus malin, vous attendez que ça revienne vers le bas et vous échangez encore vos métaux. Donc, ça fait x4 x4. Vous avez commencé avec 10 ounces de palladium, 40 ici, et ensuite vous terminez avec 160 de palladium. Et pour rappel, palladium en ce moment, il est à 1250. Donc un calcul simple, prenez 160 fois 1250, 200 000 dollars. Vous avez fait un retour extraordinaire. Je suis au courant qu'il y a les taxes, les impôts, je veux dire. Il y a les impôts, il y a la friction au niveau des échanges. Si vous allez en personne échanger, il y a potentiellement les premiums. Mais c'est un moyen assez sympa de faire de l'argent, et spécialement si vous avez réussi à vous extirper du système d'imposition français et au niveau, effectivement aussi la TVA. Je vais faire euh, plus tard une vidéo expliquant comment, en tant que Français ou Belge, comment investir sur des métaux, euh, des échanges internationaux, notamment situés à Singapour, pour pouvoir jouer ce jeu des ratios. Je vous rappelle que tout ce que je fais, ce n'est pas pour éviter les impositions, mais c'est pour peut-être par exemple éviter le fait de payer la TVA quand vous achetez des métaux précieux. Et c'est peut-être pas sympa parce que les prix, je sais qu'à Singapour, les prix sont assez bas pour stocker le métal. Et il se peut qu'un jour, vous euh, vous relocalisez. Ou vous allez dans des juridictions françaises, par exemple en Polynésie, ou on va peut-être aller plus loin encore, mais Wallis et Futuna, etc. Vous pouvez vivre là-bas en tant que Français et ne pas payer euh, de gains capitaux, etc. D'impôts sur les gains capitaux. Je ne suis pas trop au courant exactement comment les Polynésies françaises, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des taxes, des impôts que je ne connais pas. Je sais par exemple que d'autres juridictions, vous pouvez aller à Dubaï, dans les Émirats arabes unis, et d'autres juridictions, vous ne payez pas d'impôts sur vos métaux précieux.
Et ça peut être sympa au niveau de ces échanges de ratios, si vous avez la possibilité de bouger. Ok. Un autre moyen, ok, un autre moyen d'investir dans les métaux précieux, c'est d'investir dans les sociétés qui produisent ce métal ou les métaux. Ici, j'ai un exemple qui s'appelle, c'est une compagnie qui s'appelle First Majestic Silver. Personnellement, je ne suis pas investi dans cette compagnie parce que, on va dire que j'ai raté le bus. Si j'avais eu vent de cette compagnie dans ces eaux-là, j'aurais acheté. Et là, à ce moment, je n'achèterais pas, à moins que ça redescende vraiment beaucoup. Vous allez me dire, mais comment tu aurais su qu'il fallait acheter ici? Mais je vais vous montrer exactement ce que je vais faire. Vous avez cette compagnie, First Majestic Silver, et vous divisez par la compagnie, par la commodité qu'elle produit. Donc, Majestic Silver, Silver c'est l'argent, elle produit de l'argent. Vous divisez par le prix de l'argent et vous obtenez une toute autre image de cette société. Et vous voyez qu'elle est sous-évaluée par rapport à la commodité qu'elle produit. Donc, ça peut être très intéressant au niveau d'investissement parce que j'aurais reconnu, potentiellement reconnu dans ces eaux-là, qu'il fallait acheter parce que c'était historiquement assez bas jusqu'en 2016, qui est un autre point où beaucoup de compagnies minières ont augmenté. Donc j'aurais reconnu qu'ici, ça aurait été sympa d'acheter. Je ne pense pas que c'est un mauvais investissement ici aussi, mais ça aurait été mieux d'acheter ici. Et ça se reflète sur le prix en dollars. Parce quand même si on pense en ratio sur cette chaîne, il faut aussi penser au dollar parce que c'est avec ça qu'on investit. Ok, j'ai commencé la présentation, ou j'ai fait le point sur la présentation qu'on ne peut pas investir physiquement dans les barils de pétrole, etc. Eh ben, dans ce cas, il faut acheter les compagnies qui produisent le pétrole ou qui donnent des services aux grands groupes pétroliers. Et par exemple, ici, j'ai cette compagnie qui s'appelle SM Energy. Je suis investi dans cette compagnie. À titre d'information, j'ai investi ici. Mais si j'avais eu vent dans mes jeunes années où je commençais vraiment à investir de cette compagnie, j'aurais acheté là par rapport au ratio. Et vous allez me dire, mais quel ratio? Je peux par exemple commencer avec l'or, qui est une mesure pour évaluer si quelque chose est surévalué ou sous-évalué. Et on peut voir qu'au niveau de l'or, eh ben, c'est vraiment pas mal pour acheter à ce niveau-là. Pareil en ce moment même, si vous remarquez. Parce que moi, j'ai acheté ici. Ok. On va comparer. Première chose, on peut comparer avec l'or. Je vous le rappelle, une manière de vraiment de voir si quelque chose est évalué, sous-évalué. Vu que SM Energy, cette compagnie américaine, produit du pétrole, et on peut aussi diviser par le prix du pétrole. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'en 2020, c'était vraiment un moment sympa à acheter. Ok, je suis au courant, il y aura peut-être un risque de banqueroute parce que, je vous le rappelle, le prix du pétrole était négatif pendant un certain moment pendant ce qui s'est passé en 2020. Et il y a un risque, et vous investissez parce que c'est pas cher, et vous obtenez quand même un retour extraordinaire en tant que dollar. Je vais revenir au dollar. Si vous avez acheté dans cette région-là, et en plus, je vais vous expliquer plus tard comment repérer ces bottoming patterns, où c'est vraiment euh, où le prix va changer de direction. Et vous savez investir, imaginez que vous avez investi à la sortie de ce pattern, vous avez fait un retour quand même très très sympa, 4 fois votre investissement environ, et c'était pas le plus haut, c'était à 50. Vous avez fait peut-être 5 ou 6 fois votre prix, quoi, 7 fois. Et ça, c'est vraiment sympa. Et je vous ai montré qu'au niveau de l'or et du pétrole, c'est encore pas cher. Donc on espère encore plus de prix. En tout cas, c'est ce que moi j'espère. Faites votre propre recherche. Ok. On a utilisé des ratios pour déterminer dans quel secteur investir, dans quelle commodité investir. On peut aussi déterminer environ dans quelle compagnie il faut investir en fonction des ratios, en faisant le ratio de la compagnie et de la commodité qu'elle exploite. C'est valable dans dans tout le secteur des commodités. Mais il y a d'autres facteurs à tenir en compte quand on veut investir. Ça, c'est aussi le but de ma thèse d'investissement, de ma stratégie, c'est de pouvoir euh, démultiplier les leviers et les retours, capitaliser vraiment sur ces mouvements de prix en commodité. Et je vais vous montrer que on veut choisir, le premier point, c'est qu'on veut choisir des compagnies qui ne sont pas non plus extrêmement grandes. Et pour vous illustrer ça, je vais comparer. Donc ça, c'est SM,
compagnie d'énergie américaine que je vais expliquer, mais qui est assez petite, on va dire moyenne capitalisation, valuation, quelques milliards. Et on va comparer avec Chevron, par exemple, qui est euh, l'une des plus grandes compagnies au monde, si ce n'est, je ne me rappelle pas trop, si je me rappelle, peut-être la plus grande. Ah, excusez-moi, je vais remettre SM et je vais comparer avec Chevron. Et on va faire ça, vous voyez déjà, et je vous rappelle, pour que vous le sachiez, j'ai aussi expliqué dans une prochaine vidéo que 1999, c'était l'un des moments où on a acheté par rapport au niveau des ratios. Vous pouvez voir que si vous avez acheté Chevron et pas acheté SM, vous avez eu un retour jusqu'au top de ce bull run des commodités. Vous avez eu un retour assez faible de 160%, comparé à 1193%. Donc c'est pour vous montrer qu'une grande compagnie est moins risquée, mais les retours sont moindres. Si on se base sur 2020, que je vous ai aussi montré que c'était un bon moment pour acheter, et bien qu'est-ce qu'on voit? On voit que le retour Chevron, ou que je le place dans cette région 2020, était moindre que euh, le prix de SM. Donc on aurait tout intérêt à acheter SM. Mais je vous le rappelle, il y a des risques parce que vous devez tenir en compte du fait que c'est très volatile et que c'est moins en place. Chevron a d'avoir beaucoup de possibilités de passer beaucoup de temps sans avoir le prix du pétrole étant haut. Ok. Deuxième point, premier point c'était de se baser sur des compagnies plus petites, donc plus volatiles avec plus de levier au niveau du prix. On va aussi deuxièmement se baser sur potentiellement sur certaines compagnies, sur le cours d'échange de la monnaie dans laquelle. Parce que la compagnie va se situer par exemple au Canada. J'ai ici, je vous montre le dollar canadien par rapport au dollar américain. Et le but ici aussi de jouer sur le cours de change et potentiellement un affaiblissement du dollar par rapport au dollar canadien qui est en elle-même une monnaie qui est très axée sur le pétrole. Et le but serait de jouer ici sur le fait d'acheter une compagnie canadienne qui a une partie de ses coûts d'opération en dollars canadiens, mais il y a de grandes chances que beaucoup de compagnies canadiennes possèdent de la dette en dollars et aussi que donc si le prix du dollar venait à baisser par rapport au dollar canadien, nous avons une érosion de la dette. Et c'est quand même très sympa parce que en même temps qu'il y a une érosion de la dette et que le prix du dollar baisse, on devrait observer une augmentation du prix du pétrole euh, en dollars. Parce que, je vous le rappelle, le dollar, le pétrole, c'est le numérateur, mais le dénominateur, c'est le dollar. Et si le dollar vient à baisser, ben on obtient euh, une augmentation du prix du pétrole. Donc il y a un effet double de levier. Vous avez la compagnie qui opère par exemple au Canada, elle reçoit leurs revenus en dollars, pardon, elle reçoit leurs revenus en dollars américains. Donc le pétrole est vendu en dollars. Elles ont aussi des dettes également en dollars américains. Donc quand le dollar américain s'affaiblit par rapport au dollar canadien, le prix du pétrole en dollars américains monte et la dette en dollars américains devient aussi moins lourde à rembourser en dollars canadiens. Donc ça fait un effet double de levier et c'est encore plus flagrant si on choisit, c'est encore plus flagrant si on choisit par exemple euh, le Brésil, qui est aussi un exportateur de pétrole. On n'en parle pas souvent, mais c'est aussi un grand exportateur de pétrole, notamment avec la société Petrobras. Et j'aimerais vous montrer ici que, je vous rappelle, en 1999, il y a eu un bull run des commodités. J'ai envie de vous montrer que c'est aussi en partie du fait que la monnaie brésilienne a gagné par rapport au dollar. Donc il y a un effet double de levier parce que à ce moment-là, il y a eu une augmentation du prix du pétrole, il y a aussi une baisse de la valeur du dollar. Donc on obtient un effet de levier quand même extraordinaire sur Petrobras. Donc, si vous avez acheté en 1999, je n'ai pas la valeur ici, mais vous aurez pu monter vraiment pas mal parce que vous avez fini à 61. Vous avez commencé à environ, on va dire que vous avez commencé à 6. Vous n'étiez pas le meilleur. Vous avez acheté à 6. Vous avez fait un x10. Un x10, c'est quand même pas mal, hein.
Ok. Troisièmement, on vient de voir qu'on ne veut pas investir, euh, qu'on doit faire attention d'investir. euh, En gros, pour le troisième point, il ne faut pas investir dans des sociétés spéculatives. On ne veut pas investir dans ces sociétés spéculatives parce qu'il y a beaucoup de risques et il vaut mieux se baser sur une société comme Petrobras. Ici, je vous montre une société qui s'appelle Strategic Resources, qui est potentiellement un bon achat si on se base vraiment sur le prix en dollars et même quand on se base au prix contre l'or, vous voyez voir que les ratios sont pas mal et qu'on peut se dire, ok, c'est un bon moment d'investir, il faut investir dans cette compagnie, etc. Personnellement, je n'investirai pas dans cette compagnie parce que c'est une société spéculative. Si on va, ce qui est très bien avec TradingView, c'est qu'on peut aller avoir toutes les informations qu'on veut et on peut notamment avoir si cette compagnie fait de l'argent ou pas. Parce qu'on veut pas, et ça c'est une société de fer, elle mine du fer. Ou elle dit qu'elle mine du fer, mais pour l'instant il n'y a pas de revenus. Euh, si on va dans Statements, peut-être que vous l'aurez en français, mais dans mon cas c'est en anglais, vous allez dans Net Income et vous voyez que c'est une compagnie qui perd de l'argent. Même si potentiellement au niveau des ratios, ça nous pointe vers la bonne direction, ok, il faut acheter cette compagnie parce que le fer par rapport à l'or est pas cher, et cette compagnie par rapport au fer et à l'or est pas cher, on peut se dire ok, c'est pas mal d'acheter. Mais non, parce qu'elle elle fait pas d'argent, et le risque est quand même assez grand qu'on perde notre capital. On ne veut pas ça. Et je vais vous faire un autre point. Il y a aussi le price to book. Le price to book, c'est un moyen de juger, de jauger si une compagnie est, est sous-évaluée ou non. Parce que qu'est-ce que le price to book? Le price to book, c'est compare le cours de l'action à la valeur comptable de l'entreprise. Je te pris une définition sur Internet, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que un ratio bas peut indiquer une sous-évaluation. Ça veut dire que si la compagnie venait à être liquidée, tous ses avoirs, tous ses équipements, c'est très important au niveau des compagnies de commodités parce qu'elles ont beaucoup d'équipements miniers, de puits pétrole, etc. Donc c'est la valeur en liquidation, ce que ça vaut, et ce que vous achetez sur cette valeur. Si, on revient sur Strategic Resources, le price to book est de 0,46. Oui, 0,46, ça veut dire que vous achetez 46 centimes ou 46 cents sur le dollar. Donc pour 1 dollar, vous achetez 1 dollar d'avoir pour 0,46 cents. Ok, c'est très bien pour Strategic Resources. Mais comme je vous l'ai montré, c'est une société spéculative, donc on ne veut pas ça. Si je reviens sur Petrobras, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le price to book ratio est à 1,18. Ok, c'est un peu plus haut, mais la compagnie a beaucoup moins de risques. Et vous allez voir, je vais vous montrer. Statements. Cette compagnie imprime de l'argent. Elle fait énormément d'argent et le risque est assez moindre. Et juste pour attirer l'information, moi j'ai investi dans cette compagnie. Parce que j'ai reconnu que ça, avec le peu de risque et le potentiel de revenir à la moyenne au niveau du prix du pétrole, c'est quand même extraordinaire. Et en plus, il y a le jeu du cours de l'échange du réal brésilien avec le dollar américain. Donc dans mon cas, j'achète. Et je tiens à dire aussi que tout ça, ce ne sont pas des conseils d'investissement, ce sont mes opinions, et faites vos propres recherches. Et autre point que je veux faire, c'est que dans ma thèse d'investissement, je n'achète pas dans les juridictions où c'est assez problématique de faire du business dans ces milieux-là, euh, par exemple au niveau du charbon, du pétrole, etc. Dans ce cas, je n'achèterai pas en France. Personnellement, je n'achète pas en France. Je n'achèterai pas non plus euh, en Europe, parce que vous savez très bien comment c'est très, très bureaucratique et très difficile de faire du business. Il y a des impôts, il y a aussi cette tendance générale pour réduire, vous savez, au niveau des régulations, etc. Donc c'est très difficile de faire du pétrole, c'est très difficile de faire du charbon. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle j'investis dans ça, parce que il y a une sorte de suppression des investissements dans ces milieux-là. Et que se passe-t-il si on n'a pas de pétrole? Eh bien, il faut vraiment faire outre de ces restrictions et aller faire chercher le pétrole. Parce que tout est pétrole de nos jours. Le charbon, très important, vous avez vu en Allemagne, ils ont rouvert les usines de charbon.
production d'électricité par le charbon. Donc potentiellement, c'est un bon investissement du fait que les gens ou nos élites ne veulent pas qu'on achète du pétrole, du charbon. Donc pour ce dernier point par rapport aux régulations, d'un point de vue purement financier, purement d'augmentation de son capital, ça vaut la peine. Je ne parle pas du fait que potentielle pollution, etc. Ok. Autre point que je veux faire, c'est par rapport au niveau de son entrée. Une fois qu'on a choisi quelle compagnie on veut investir, où on veut déployer son capital, eh ben, il faut choisir quand est-ce qu'on investit dans cette compagnie. Là, ici, j'ai une compagnie qui s'appelle Precision Drilling Corporation. Et c'est une compagnie qui s'occupe, et à titre d'information, je suis investi dans cette compagnie. C'est une compagnie qui s'occupe de fournir des équipements, de louer des équipements à d'autres groupes qui, eux, s'occupent de l'exploration et de la production de pétrole. Et qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que moi, ce que je recherche quand j'investis, vous voyez, c'est sur le très long terme, c'est quand même presque 10 ans d'un pattern, c'est le pattern de falling wedge. Le falling wedge, c'est quand vous avez le prix qui se contracte de plus en plus. On peut même aller, on peut même aller jusqu'à là, hein. Le prix se contracte de plus en plus. Il se contracte tellement qu'à un moment, le prix explose. Et souvent, dans le cas des falling wedge, ça explose vers le haut. C'est la première chose dans laquelle je regarde pour investir, pour avoir le meilleur point d'entrée au niveau d'une compagnie. Et vous avez vu qu'en 2020, c'était vraiment le moment où il fallait acheter pour cette compagnie-là. Ok, ça c'est la première chose que je regarde, c'est un pattern de falling wedge. Je vais vous montrer un autre patterns. Voilà. Donc Tidewater, qui est aussi une compagnie de services pétroliers. Et j'ai créé ces deux représentations de ce que je recherche quand il y a des changements du cours du prix. Pareil, euh, peut-être pas forcément un falling wedge, mais vous avez le prix qui essaie de se stabiliser, qui a trouvé un point où se stabiliser. C'est représenté par quoi? C'est représenté par un head and shoulders pattern, qui est un bottoming pattern, un pattern de changement de prix, de bas de prix à ce moment-là. Et c'est représenté par un head, donc la tête, and shoulders, les épaules. Vous avez la tête, épaule, tête, épaule. Et ça se remarqué ici, épaule, tête, épaule. Le prix explose, dans ce cas-là, il s'explose ici, et il reteste et il part. Je vais investir dans ces moments-là. Si moi j'ai réussi à acheter à ce moment-là, c'est pas mal. Et aussi au niveau du retest. Et après, le prix augmente. Et c'est pas mal. Il fait un retour presque 2 fois en l'espace d'un an, d'un an et demi bientôt. Très bon retour. Ça, c'est une compagnie. Je vais revenir à SM, qui a aussi ce genre de pattern. Et c'était vraiment en 2020, c'était flagrant. Très grand pattern, donc très flagrant. Pattern de double bottom. Plutôt que d'avoir head and shoulders, vous avez une paire de fesses en gros. Vous avez un, deux, et après vous repartez vers le haut. Et dernier pattern que je recherche, qui peut m'aider aussi à investir, en conjonction avec les patterns, les bottoming patterns, c'est, je vais vous montrer cette compagnie, qui s'appelle Interfor Corporation, compagnie canadienne, et c'est un jeu plus sur la commodité du bois. Et pareil, au niveau du bois par rapport à l'or, etc., on voit que c'est sous-évalué. Et ce que je vous montre ici, c'est un pattern qui s'appelle Livermore. Et ce pattern Livermore, c'est une accumulation du prix. Et à un moment donné, le prix va exploser en dehors de ce pattern. Et déjà, vous voyez que le pattern est assez haut. Donc on peut espérer peut-être qu'un retour ici, encore en bas et encore plus haut. Personnellement, j'ai investi dans cette compagnie. Vous faites ce que vous voulez, mais moi j'achète. Et ce n'est pas des conseils d'investissement, ce sont mes opinions à moi. Et euh, voilà, un des patterns que je recherche, c'est ce Livermore Accumulation. Ok, retour à la présentation. On va voir comment choisir une compagnie et à quel moment investir.
Maintenant, je vais vous expliquer ma stratégie. J'ai mis cette citation de Don Quichotte qui vient de Cervantes. Et vous pouvez voir qu'ici, je vais vous la lire. Il est la part des hommes sages de sécuriser le jour pour le lendemain et de ne pas tout aventurer en un seul lancer. En gros, c'est l'expression ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, ok, on a potentiellement déterminé tel ou tel secteur, un tel ou tel moment vaut la peine d'être acheté. Donc, par exemple, on va utiliser le cuivre en titre d'exemple. On a, on a déterminé que le cuivre était pas cher par rapport à l'or. On a aussi déterminé que certaines compagnies sont pas chères par rapport au prix du cuivre en elle-même. On a aussi utilisé nos critères d'évaluation de compagnie en fonction de pas être spéculative, potentiellement un jeu sur le cours des monnaies, le fait qu'elle soit assez de levier, qu'elle soit pas trop grande, etc. On détermine quand est-ce qu'on doit choisir, quand est-ce qu'on doit entrer sur le marché, donc le falling wedge, etc. Mais le but est de répartir sur plusieurs compagnies. On ne veut pas acheter une seule compagnie parce que le risque est qu'il y a une perte de capital. Surtout que si on ne joue pas sur les grandes compagnies, on joue plutôt sur les compagnies moyennes ou petites. On ne joue pas sur les micros non plus parce que c'est trop spéculatif. En petite ou moyenne compagnie, et ce qu'on va faire, c'est qu'on veut répartir notre capital sur plusieurs compagnies. Ici, j'ai l'exemple du cuivre, et c'est exactement le genre de retour qu'on peut espérer. Je suis même allé assez conservateur au niveau de celles qui vont faire backroot. Donc, vous voyez, le 0% explique, excusez-moi, explique par contre, euh, explique une société qui fait banqueroute. J'ai été assez conservateur. Je ne pense pas que la plupart, s'il y a une hausse du cours du cuivre, comme je pense qu'il va être arrivé bientôt, je ne pense pas que beaucoup de compagnies vont faire banqueroute. Mais imaginons qu'elles font banqueroute et qu'il y en a 4 sur 10. Vous avez 10 compagnies, vous donnez 10 000 euros pour chaque compagnie. C'est quand même assez grand investissement, donc 100 000 euros au total. Imaginez que 4 d'entre elles font banqueroute, vous perdez votre capital. Donc 40 000 dollars à la poubelle. Imaginez que deux d'entre elles font un retour modeste de 2 fois 2, un font un retour de 10, un autre de retour de 20, et potentiellement un autre qui fait un retour 100, 120, etc. Ce sont le genre de retour que j'espère personnellement en jouant ce jeu des petites et moyennes compagnies de commodités en fonction de ces ratios. Et vous remarquerez, si vous avez, c'est assez bon, si vous êtes avec quelques notions de mathématiques, qu'il suffit qu'il y en ait une d'entre elles des plus grandes qui réussisse pour vous exploser le retour du S&P 500. Et ben, on va peut-être prendre à titre d'exemple SM, qui est une compagnie qui a très bien marché euh, dans le bull run de 1999. Et bien, si vous avez acheté là, je vous le rappelle, on peut voir grâce au ratio, on va dire, vous êtes peut-être pas le meilleur, vous achetez à 5. Vous arrivez jusqu'à la fin, vraiment, fin du bull market, vous avez à 31. Pardon. Vous arrivez à, on va dire, 80. Ça fait un retour x20. 5 fois 20, ou pardon. On va dire, vous avez chopé à 4, vous avez à 80, ça fait un retour de 20 fois. Entre 15 et 20 fois. Et c'est valable pour tous les secteurs. Donc cuivre, il se peut qu'il y ait une des compagnies ou plusieurs compagnies qui arrivent à faire x10, x20, x30, x50, jusqu'à x100. Et certaines compagnies peuvent faire, justement, si on joue au jeu, euh, des cours de monnaie d'échange, donc par exemple le dollar canadien ou le réal brésilien par rapport au dollar, certaines compagnies peuvent arriver à des multiplications quand même extraordinaires. C'est ce que moi j'espère. Faites vos propres recherches. Et je viens de remarquer que je ne vous ai pas montré la compagnie SM. Mais en gros, oui, on espère un retour. Je ne vous ai pas montré le graphique, mais vous pouvez vérifier par vous-même. SM, vous regardez 1199 et vous regardez jusqu'à où c'était allé en fonction des ratios, etc. Là, je vais passer sur la slide suivante qui est vraiment comment je vais structurer mon portfolio. Donc, je vais expliquer que je vais avoir 10 compagnies par exemple. Ça peut dépendre, ça peut être 5 compagnies, ça peut être 15 dans un secteur, donc le cuivre, et je vais avoir dans chaque secteur différentes compagnies.
et en fonction du secteur de commodité. Donc ça peut être le gaz naturel, ça peut être le charbon, etc. Et je vais avoir mon grand portfolio avec chaque secteur et plusieurs compagnies dans celle-là. Ça permettra de réduire le risque et surtout d'avoir des retours quand même assez extraordinaires si je pense que ça va réussir comme je le pense. Si ça va réussir comme je le pense. Et je tiens à dire aussi que je tiens à dire que ce portfolio est aussi à jouer par rapport avec un autre portfolio de métaux précieux. Et ça permettra de réduire le risque parce que la contrepartie, le fait qu'une compagnie peut aller à zéro, etc., n'existe pas pour les métaux précieux. Le risque est vraiment que vous fasse voler votre cash de métaux précieux. C'est vraiment le seul vraiment gros risque que vous avez. Il existe des coffres, mais rappelez-vous que on peut pas, si c'est pas vous qui détenez les clés de votre coffre, ben c'est pas à vous. Mais c'est possible beaucoup de gens, beaucoup d'extrêmement riches euh, ont des coffres remplis d'or à Singapour, en Suisse, etc., en Nouvelle-Zélande. Donc il y a des moyens de faire ça. Et ça permet justement de ne pas avoir ces risques, parce que si vous jouez ce jeu de la commodité, ce portfolio avec des petites ou moyennes compagnies, vous risquez beaucoup de volatilité. Que votre, euh, si vous ne pouvez pas tenir vous-même, vous ne pouvez pas résister si ça vous stresse beaucoup, qu'il y ait beaucoup de volatilité, eh ben, c'est peut-être pas pour vous, peut-être vous focuser sur les métaux précieux et jouer au jeu des échanges potentiellement hors de la France si vous arrivez à vous relocaliser hors de la France ou de la Belgique, etc. Je ne cautionne pas, euh, vraiment, je ne cautionne pas l'évasion ou autre chose de ce genre. Ok, donc je vais expliquer un peu ma stratégie. Maintenant, je vais expliquer pourquoi j'ai créé cette chaîne. Mon but premier est quand même de démocratiser ce genre d'investissement, surtout dans les commodités au niveau de la France et des pays francophones comme la Belgique. À mon avis, il est de plus en plus dur de faire de l'argent en Europe, extrêmement dur de le faire en argent en France et en Belgique, du fait de notre système d'imposition. Et j'aimerais démocratiser une approche qui potentiellement peut nous faire un retour assez sympa. Je vais aussi faire en sorte de vous expliquer comment investir dans ces compagnies, parce que ce sont des compagnies souvent localisées au Canada, aux États-Unis, au Brésil ou dans d'autres échanges. Et ça, Australie, beaucoup de compagnies sont en Australie, notamment au niveau du charbon. Donc, comment faire pour investir là-bas? Je vais vous montrer qu'on peut utiliser l'échange, par exemple, Interactive Brokers. C'est un très bon échange que j'utilise personnellement pour pouvoir acheter à l'étranger des compagnies. Ça vous permet aussi de faire en sorte d'avoir moins de risques qu'il y ait risque, risque de la juridiction. Excusez-moi parce que je parle tout le temps en anglais, je vis aux États-Unis. Et du coup, c'est difficile pour moi vraiment de switcher, d'échanger entre le français et l'anglais. Donc, je ne parle jamais français ici. Je vais faire de mon mieux. Si vous avez si vous pensez que ça vaut la peine que je parle plus français, dites-le en commentaire. Mais quoi qu'il en soit, euh, je vais essayer de faire en sorte que cette chaîne soit dédiée aux francophones, plus particulièrement aux Français, pour vraiment faire en sorte que vous vous en sortez, parce que c'est très difficile de faire de l'argent en France, et surtout que cette vision des commodités, et notamment la finance anglophone, est assez peu euh, euh, parlée, à mon avis, sur les milieux de la finance français, pour les gens, les investisseurs moyens. Ok, j'ai aussi montré que les news sont tous une distraction, que de parler de telle ou telle compagnie ou a fait telle ou telle chose, ou quel ou tel gouvernement a fait telle ou telle chose n'est pas un moyen propre d'investir dans les marchés. Je pense sincèrement qu'il y a une suprématie des graphiques. Les graphiques et les ratios vraiment détruisent toutes sortes de narratifs et de news. Je pense que l'investisseur malin va faire abstraction des news parce que les news sont une réaction au prix. Ce n'est pas une anticipation ou une projection. C'est vraiment en gros pour les masses, quoi, pour la masse des gens qui investissent vraiment sans trop réfléchir, ils investissent en fonction des news, que ce soit news positives ou négatives. Donc je vais vous montrer que les graphiques
surtout les ratios ont une puissance extraordinaire pour vraiment délimiter où et quand investir. Troisième point, vraiment, je suis pas non plus, je suis un jeune investisseur. J'aimerais apprendre et aussi vous apprendre quelque chose que je connais ou que je connais pas. Surtout les choses que je connais pas, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, pour pouvoir améliorer mon propre capital. J'aimerais vraiment augmenter mon capital et j'aimerais aussi vous apprendre ce que moi j'ai appris en vivant pendant plusieurs années aux États-Unis et dans ces milieux anglophones. Petite information, euh, donc je vis aux États-Unis, toute ma vie se passe en anglais et beaucoup de ces sujets-là sont assez difficiles à traduire et à parler en français. Si j'avais été en France, j'aurais eu beaucoup de mal à m'intéresser et à apprendre sur ce sujet-là, que sont les ratios et surtout les commodités. Ok. Au niveau du futur de la chaîne, ok, au niveau de la chaîne, le futur de la chaîne, c'est que pendant un certain temps, un an et demi, un an et demi, ma chaîne va être totalement gratuite pour pouvoir permettre à vous de voir si ce que je dis en vaut la peine. Pour l'instant, j'ai eu des très bons retours, personnellement, avec ma stratégie. Je la partage gratuitement pour que vous voyez vous-même si ce que je recommande, si ce que moi j'ai acheté vaut la peine. Et encore une fois, je vous le rappelle, je ne fais pas de conseil d'investissement. Faites comme vous voulez, et c'est à vous de voir ce que vous faites. Et donc ça va être totalement gratuit dans un premier temps. On verra au fur et à mesure des mois si je commence à créer une newsletter avec un email. Vous allez voir. Je pense dans un premier temps, je vais vraiment montrer toutes les compagnies dans lesquelles je pense investir. Et au fur et à mesure, je vais commencer, je pense, à cacher une partie des, euh, des compagnies que je recommande et pour vous les envoyer en tant qu'email. Je pense que ça va être une bonne contrepartie. C'est gratuit, mais potentiellement dans 1, 2 ans, ça va être moins gratuit. Mais entre-temps, vous pouvez voir si jamais il y a un retour sur investissement. Et donc le but de cette chaîne va être faite, structurée d'une certaine manière où on aura, je pense, pour l'instant, c'est encore un peu flou, mais ce que je vais faire, je pense, c'est un récapitulatif de différents secteurs. Donc ça peut être, je pense que je vais faire maintenant, ça va être une vidéo, 3 vidéos par semaine, 2 ou 3 par semaine, et chaque vidéo aura un thème. Ça va être le thème, par exemple, de l'énergie, donc le pétrole, le gaz naturel, le charbon, l'uranium. Dans une seule vidéo, on va faire le cours des marchés, voir comment ça a évolué par rapport en dollars et aussi par rapport en or ou par rapport à d'autres commodités. Il y aura cette partie de la vidéo et la deuxième partie de la vidéo sera les compagnies dans lesquelles j'investis euh, à ce moment. Mais je vous le rappelle que c'est moi ce que j'investis. Faites vos propres recherches. Je pense qu'il y aura aussi une deuxième vidéo qui sera plus axée sur les métaux précieux et aussi les métaux, les compagnies minières de ces métaux précieux. Potentiellement, il y aura, potentiellement, il y aura forcément une vidéo sur les métaux industriels, les engrais chimiques, les produits chimiques et autres compagnies, le bois par exemple, compagnies de produits forestiers, qui sont aussi des commodités. Et on verra. C'est 2 ou 3 vidéos par semaine. Deux si jamais c'est trop de boulot de mon côté, parce que je suis en train de finir mon doctorat et ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, si c'est le cas, si je vois que c'est trop de boulot pour moi, je mettrai dans la description de la chaîne les community posts. Je dirais que voilà, en ce moment-là, je travaille beaucoup sur mon doctorat, donc je n'ai pas le temps forcément de faire les vidéos, mais je vous tiendrai au courant. Merci d'avoir écouté jusque-là. Si vous avez vraiment écouté jusque-là, vous êtes merci. J'espère pas trop aventuré pour vous, parce que pour moi, c'était un peu compliqué de faire cette première vidéo première fois que je fais une vidéo sur Internet. Et je pense que ça vaut la peine de démocratiser ce sujet-là. Merci et mettez un pouce bleu et faites en sorte de vous abonner si vous voulez voir comment j'évolue dans ce milieu de la commodité. Merci.